Les amis, j'ai encore découvert pour vous une histoire complètement folle, un truc mais incroyable, on sait pas ce qui s'est passé, c'est l'histoire d'une famille, la famille Jamison. Prenez vos popcorn, asseyez-vous confortablement pour une histoire mystérieuse qui va encore se dérouler aujourd'hui devant vos yeux chez Pertoon-L'Art. Nous sommes le 8 octobre 2009 et la famille Jamison, elle est composée de Bobby qui a 44 ans, son épouse Charlene qui a 40 ans et leur fille Madison qui a 6 ans. En plus de ça, ils ont un chien qui s'appelle Macy. Ils vont quitter leur domicile de Fola qui est en Oklahoma pour visiter un terrain de 40 acres qu'ils envisagent d'acheter et tout ça situé près de Red Oak. Et donc cette sortie qui peut paraître comme ça tout à fait banale, elle va se transformer finalement en l'une des affaires les plus mystérieuses qui se soient produites aux États-Unis par rapport à une famille entière. Notamment une histoire criminelle parce que leur disparition suivie de la découverte de leur corps va générer beaucoup de questions qui aujourd'hui n'ont encore pas de réponse. La famille Jamison, elle va mener une existence qui est relativement isolée à Eufaula, qui est une petite ville de moins de 3000 habitants. Bobby Dale Jamison, qui naît le 4 août 1965, il souffre de douleurs chroniques au dos suite à un accident de voiture qui est survenu entre 2003 et 2004. Cet accident grave où il est percuté par une voiture du côté conducteur, puis par une autre du côté passager, eh bien ça va changer radicalement sa vie. Parce que ces douleurs vont l'empêcher de vivre normalement, il va avoir du mal à se lever, à faire toutes les tâches quotidiennes qu'on connaît. Ça l'empêche également de travailler, ça le contraint à dépendre de l'aide publique. Bobby va intenter également un procès contre les personnes impliquées dans l'accident, bien que l'issue de cette procédure reste inconnue. Cette situation qui est très compliquée, elle va provoquer chez lui une dépression. Donc là, il va rentrer dans une phase un peu sombre. Sherilyn Legan Jamison, donc sa femme qui est née le 5 novembre 68, elle a un trouble bipolaire et elle connaît des épisodes de dépression sévère malgré un traitement médicamenteux. Et son état va encore plus s'aggraver en 2007 suite à un événement traumatisant. Ce choc, il va être provoqué à cause de sa sœur cadette Maria qui se fait piquer par une abeille, mais malheureusement elle est allergique donc elle va faire un choc anaphylactique. En plus elle se fait piquer sur la langue donc son cou va gonfler, elle va s'étouffer. Donc elle va voir sa sœur mourir comme ça de manière atroce et ça va la choquer mais complètement, ce qui est normal. Et d'après son médecin, elle ne prend pas toujours ses médicaments contre la dépression, ce qui va entraîner des changements d'humeur très puissants chez elle. Sa famille elle décrit même Charlene comme si elle avait deux personnalités différentes en elle. Souvent les personnes bipolaires, voilà, parfois ils sont en phase haute, phase basse. C'est tout le principe de la bipolarité, de pôle. Et donc en raison de sa santé mentale, Charlene elle ne peut jamais maintenir un emploi régulier et elle dépend également de l'aide publique, tout comme son mari qui a eu un accident de voiture, donc ce sont deux personnes qui dépendent complètement des aides. Bobby et Charlene, ils vont se rencontrer durant l'été 2002. Et selon Nikki Chenault, le meilleur ami de Charlene, elle sait immédiatement qu'il est l'homme de sa vie. Nikki, elle va décrire Bobby comme un gentleman et une bonne personne, qui ne veut jamais faire du mal. Quant à Charlene, elle est connue pour défendre fermement ses convictions. Après 2 ans de relation, ils se marient en juillet 2004. Et tout ça, 1 an après la naissance de leur fille qui a un nom mais incroyable, elle s'appelle Madison Stormy Star Jamison, quoi. C'est pas possible. Après ça, leur mariage, il va connaître une période difficile, comme beaucoup de mariages. Notamment comme en témoigne une lettre de 11 pages écrite par Charlene qui a été retrouvée plus tard dans leur camion, dans laquelle elle va exprimer sa haine envers son mari, le qualifiant de solitaire qui ne se soucie pas de sa famille, et elle évoque son désir de divorce. Cette lettre, elle va être décrite par les enquêteurs comme une véritable lettre de haine. Elle supportait plus son mari. Donc elle illustre les tensions extrêmement profondes au sein du couple, bien que selon Nikki, donc l'ami proche de Charlene, cette lettre n'est qu'un moyen pour elle d'exprimer ses frustrations passagères, sans intention réelle d'y donner suite. Ça, c'est des interprétations de l'ami qui croit comprendre ce qui se passe dans le couple réellement. On les connaît. Mais faut savoir que Sherilyn, elle a un fils d'un précédent mariage. Et ce garçon, il s'appelle Colton, dont elle va perdre la garde en juillet 2009. Et avant ça, Colton, il va vivre avec sa mère, donc Sherilyn, mais en plus avec Bobby et Madison jusqu'à l'âge de 12 ans environ. Il renoue des liens avec son père et décide de partir vivre avec lui à Oklahoma City. Pas très gentil pour la maman, mais bon. Lors de l'audience de garde, Colton, qui est âgé de 12 ans à ce moment-là, il va déclarer préférer vivre avec son père, décrivant sa mère comme très déprimée et au comportement très étrange. La perte de la garde de son fils va affecter profondément Sherilyn, évidemment, et aggrave encore davantage son état psychologique. Cette séparation du fils avec sa mère va également entraîner la rupture des aides que le père devait verser à la mère, ce qui va entraîner encore plus de problèmes dans le couple qui avait déjà pas beaucoup d'argent. Là, ils avaient une pension alimentaire, ils l'ont plus. On est vraiment dans l'engrenage de la mort, hein. Vous sentez le truc descendre aux enfers.
Notez que Colton y voit sa mère 2 semaines avant la disparition, mais elle ne mentionne pas leur projet de déménagement dans la région de Sambois. Sambois, c'est le nom du bled, là où ils voulaient aller, là ils sont allés visiter une maison. Et donc au cours de la même période, les Jamison, ils désinscrivent Madison de l'école pour l'éduquer à la maison. Apparemment, il y aurait eu une embrouille autour de Dandley, la fille aurait perdu des dents à l'école de manière un peu bizarre, donc ils suspectent peut-être les profs d'avoir été un peu violents. Ils vont même apparemment tenter des poursuites judiciaires contre l'école, mais là aussi on n'a pas beaucoup d'informations. Malgré leurs problèmes personnels, Bobby et Sherlyn, ils sont décrits par leurs proches comme des parents aimants pour Madison. La famille Bobby, elle affirme que Madison est ce qu'ils ont de plus précieux dans leur vie. Starlet, la mère de Bobby, elle décrit sa petite fille comme un enfant heureux et épanoui. Quelques mois avant leur disparition extrêmement bizarre, il y a une autre personne qui va entrer dans la vie des Jamison. Cette personne, c'est Kenneth Bellow, qui a une connaissance du couple, qui va emménager dans leur maison pour servir de bricoleur en échange du gîte et du couvert. La maison des Jamison, donc à Bobby et Sherlyn, a été assez grande et eux étaient incapables de faire quoi que ce soit niveau bricolage, donc c'était bénéfique pour tout le monde. Sauf qu'évidemment, tout ça va tourner un petit peu à la vinaigrette. Parce que peu après le départ de Colton, donc le fils qui est parti vivre chez son père, la relation entre Kenneth et la famille, elle va prendre une tournure plutôt dramatique. Un jour, alors que Sherlyn mentionne ses origines amérindiennes, dont elle est très fière, Kenneth y relève ses convictions suprémacistes blanches. Vous sentez déjà le truc qui tourne un peu mal, quoi. En gros, il y a une amérindienne et un néo-nazi sous le même toit. La situation, elle va s'envenimer lorsque Kenneth s'approche de Sherlyn en la menaçant, lui déclarant qu'elle serait mieux morte et que ceux qui ne sont pas blancs ne méritent pas de vivre. C'est peut-être un petit peu violent. J'ai du mal à concevoir comment on peut avoir cette pensée. Je pense que c'est un mélange de QI extrêmement faible et de bourrage de crâne intensif. Mais bref, immédiatement, Sherlyn, elle va prendre Madison, elle va se réfugier dans une chambre, puis revient avec un pistolet de calibre 22. Elle tire un coup près des pieds de Kenneth en le forçant à quitter leur domicile. C'est-à-dire qu'à l'ancienne, elle est allée chercher un gun et elle lui a tiré dans les pieds. Il faut noter que les Jamison entretiennent aussi des croyances spirituelles très fortes. Ils confient à leur pasteur local leur conviction que des esprits maléfiques hantent leur maison et évoquent la possibilité d'un exorcisme. Là, on arrive à un niveau au-dessus, les gars. Cette préoccupation, elle va naître après que Madison commence à parler à une amie imaginaire qui est nommée Emily, que la mère considère comme une entité maléfique. Accrochez-vous bien, parce que là, on rentre dans le truc américain à 100%. Bobby, le père, le daron de la pauvre Madison, il va demander au pasteur où est-ce qu'il peut acheter des balles qui sont capables de tuer les esprits. On est un peu sur le même niveau que tirer sur des tornades, on va pas se mentir. Je pense que le pasteur, il l'a regardé très bizarrement à ce moment-là, mais voilà, on ne juge pas. Le père va également acheter une bible satanique dans le but d'exorciser les esprits de la maison. Je sais pas si c'est une bonne idée, mais bon. Il y a une amie de Sherlyn qui rapporte aux enquêteurs qu'elle pratique parfois des séances de spiritisme ensemble, bien que Sherlyn les prenne beaucoup plus au sérieux qu'elle. La mère va également faire des trucs très bizarres, c'est-à-dire que sur leur poubelle de stockage, elle va écrire des mots, parce qu'elle pense qu'il y a des gens qui empoisonnent ses chats. Il y a un mot qui a été retrouvé où c'était marqué « Les sorcières n'aiment pas quand leurs chats sont tués ». En gros, elle soutient que elle est une sorcière, il faut faire attention, faut pas l'agresser. Oui, parce qu'en fait, elle se présente souvent à ses voisins comme une sorcière et invite les passants qui la dévisagent à entrer pour goûter à sa potion de sorcière. Elle confie également à sa meilleure amie Nikki que si on a des problèmes avec quelqu'un, il faut leur faire croire qu'on est fou, comme ça, ils vous laisseront tranquille. Il y a un truc qui est assez fou, c'est que tous leurs amis et leur famille pensent également que leur maison est hantée. Eux aussi, apparemment, auraient vu des trucs bizarres dans leur maison et tout le monde est convaincu de ça. Nikki, donc la meilleure amie de Sherlyn, elle va déclarer « Mais sérieusement, cette maison est hantée. Je ne veux pas avoir l'air folle. Mais chaque fois que j'y vais, je ressens une présence horrible. Je pars en me sentant abattu et déprimé. » Chacun interprétera comme il voudra. Les montagnes sans bois s'étendent à travers le sud du comté de Haskell et le nord du comté de Latimer dans le sud-est de l'Oklahoma. Les plus hauts sommets, composés principalement de schistes sombres avec des crêtes linéaires de grès, sont en grande partie couverts de forêts de chênes, de pins et de noyers. La montagne sans bois, elle s'élève à 512 mètres d'altitude, tandis que Blue Mountain atteint 558 mètres. Ça vous donne comme ça une idée du paysage et de l'ambiance qui peut régner là-bas. La région, elle possède une histoire riche, ayant habité des chasseurs-cueilleurs préhistoriques entre 8000 et 1000 avant JC. L'agriculture va commencer à remplacer la cueillette vers l'an 1, avant l'établissement de petits sites le long des ruisseaux de montagne. Deux groupes autochtones vivent près de la chaîne sans bois. Ce sont les Wichitas, qui est un ensemble de petites tribus documentées comme les premiers à avoir habité la région, vivant dans de grands villages dans les vallées des cours d'eau principaux, et la nation Choctaw, qui est arrivée en nombre important à partir de 1831. Donc ce sont les fameux Indiens d'Amérique qui sont là-bas. Et donc au tournant du siècle, peu de personnes s'installent dans les montagnes, préférant cultiver les basses terres avoisinantes. L'exploitation forestière, minière et celle du gaz naturel sont des activités importantes dans cette région à la fin du 19e, mais également au début du 20e, ce qui va créer un paysage minier unique dans les montagnes sans bois. Cette région qui est extrêmement isolée, elle est aussi connue pour autre chose, sa production de méthamphétamine.
C'est pas pareil. Il y a de nombreux labos clandestins qui sont disséminés dans des zones reculées, loin des regards des autorités. Et selon le shérif du comté de Latimer, Israel Beaucamp, la région est submergée par la consommation de cette chose. À noter que le terrain que les Jamison veulent acheter, il est extrêmement isolé. Il est situé près d'un puits de pétrole abandonné dans une zone remplie de forêts, de falaises et de ravins. Ils veulent rejoindre une petite communauté qui valorise l'indépendance et l'autosuffisance, avec à l'intérieur des habitants qui vivent avec le minimum syndical et qui sont pas du tout dans la société de consommation. Certains appelleront ça des hippies. Moi, je trouve ça cool. Je veux quand même une Lamborghini. Le jour de leur départ pour aller visiter ce terrain, on va retrouver des éléments très étranges, notamment une vidéosurveillance qui les filme pour leur départ vers ce terrain. Donc on les voit devant chez eux et apparemment ils ont un comportement très étrange. On voit Bobby qui fait des allers-retours entre leur maison et leur camion au moins une vingtaine de fois, chargeant parfois des objets et parfois rien du tout. À certains moments, il s'arrête brusquement et reste immobile, le regard vide. Selon un policier qui a examiné ces images, leur comportement semble déconnecté de la réalité. Et c'est le 8 octobre 2009 que la famille, elle va quitter son domicile, tout ça vers 10h du matin. Et donc elle se rend vers Red Oak, qui est situé à environ 50 km de là, donc c'est pas excessivement long. Leur objectif est d'explorer un terrain de 40 acres qu'ils vont envisager d'acheter, où ils prévoient de vivre dans un conteneur de stockage qu'ils possédaient déjà, et qui se trouve dans la cour de leur maison à Eufaula. Ce plan il est considéré par la famille et leurs amis comme un nouveau départ, leur permettant de vivre hors du système. Ils vont rencontrer un associé du propriétaire du terrain, et après cette entrevue, ils vont se garer pour faire une courte promenade d'environ 15 minutes, emportant leur GPS et trouvant un endroit tranquille sur une colline. Ils retournent ensuite à leur véhicule et conduisent un peu plus loin le long du chemin avant que toute trace d'eux ne disparaissent. Que leur sortie du véhicule soit volontaire ou non, ils n'emportent pas le GPS avec eux cette fois-ci. La dernière fois qu'ils ont été vus, c'est un homme de la région qui les a croisés. Il va les voir le 8 octobre dans une zone boisée, seul, sans personne d'autre autour d'eux. Quand la famille disparaît, personne ne s'inquiète immédiatement. Les Jamison ont l'habitude de disparaître de la circulation pendant un certain temps. Nous sommes maintenant le 16 octobre 2009, soit 8 jours après leur disparition. Il y a des motards qui vont découvrir le camion abandonné de la famille dans une zone reculée de la forêt de Sans-Bois, près de Red Oak. À ce moment-là, ils vont alerter immédiatement la police. À l'intérieur du véhicule se trouve leur chien Macy, affamé, déshydraté, ayant survécu en mangeant ses propres excréments. Le chien va être sauvé, il va être rendu à la mère de Bobby. Alors dans un premier temps, la police elle va penser que le camion a été volé, mais très rapidement, elle va se rendre compte qu'il s'agit d'une disparition inquiétante. Les policiers vont constater que le téléphone portable, les portefeuilles, mais aussi le sac à main de Sherilyn et des manteaux se trouvent encore dans le véhicule. Donc là, ils comprennent tout de suite que c'est pas un vol, sinon il n'y aurait plus tout ça. Le shérif du comté de Latimer, donc Israel Beaucamp, il lance une opération de recherche massive le 17 octobre. Plus de 4000 volontaires, des chevaux, des véhicules tout-terrain, 16 équipes de chiens, de cadavres et un drone sont mobilisés pour fouiller la zone, mais sans aucun résultat. Durant les recherches, les équipes de chiens vont détecter à plusieurs reprises une odeur suspecte près d'un château d'eau voisin. Et on va rapidement vider ce château d'eau pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. Sauf que bizarrement, on ne trouve rien dans ce château d'eau. En inspectant le véhicule, la police elle va découvrir les téléphones portables de Bobby et Sherilyn, mais également 32 000 $ en espèces cachés dans un sac bancaire, tout ça sous le siège du conducteur. À noter que le véhicule fonctionne parfaitement et il a subi aucun accident. Là, les policiers vont trouver bizarre que ces 32 000 $ soient cachés sous le siège conducteur. Ils comprennent pas pourquoi ils ont fait ça. Mais surtout, comment ils ont eu cet argent, parce que ils vivent avec des aides de l'État, ils sont tous les deux handicapés, plus ou moins. Donc c'est très bizarre. Certains enquêteurs soupçonnent d'abord un lien avec un trafic qui aurait mal tourné, mais la présence de l'argent dans le véhicule, elle va contredire cette théorie. Sinon, les mecs seraient venus se servir et auraient tout pris. Il semblait que cette somme, elle correspondait à la part de Bobby dans un règlement financier avec son père, estimé à 64 000 $ au total. Donc cet argent pourrait finalement venir de là. Les enquêteurs, ils vont aussi mettre la main sur une lettre de haine de 11 pages de Sherilyn à Bobby. Lors des investigations initiales, la police, elle ne trouve aucun signe de lutte, ni dans le véhicule, ni sur le sol meuble autour du camion. On ne trouve aucun sang, aucun verre brisé, rien. Il s'est rien passé. Les mecs ont juste disparu. Il y a juste un truc extrêmement bizarre, c'est un élément qu'il n'y a plus dans le camion. C'est la mallette qu'ils avaient prise avec eux. Une grosse mallette de couleur brune. Et pourquoi on sait ça? Eh bien, souvenez-vous, il y avait des caméras qui les avaient filmés en train de partir de chez eux. Et on voyait justement cette mallette qui avait été emportée. Il va manquer également le pistolet 22 long rifle qu'ils avaient emporté. On est maintenant le 16 novembre 2013, donc quelques années plus tard. Vous avez des chasseurs de cerfs qui découvrent finalement des restes squelettiques de 2 adultes et d'un enfant à seulement 4,3 km de l'endroit où le camion avait été trouvé. Les corps se trouvent dans un endroit qui est extrêmement isolé. Et ce n'est que 8 mois plus tard, donc une éternité finalement, vous avez des tests médico-légaux qui vont confirmer qu'il s'agit bien
de cette famille. Là, on se demande pourquoi les recherches n'avaient pas trouvé les corps à ce moment-là, puisqu'il y avait 4000 personnes qui avaient cherché partout, mais la police va pas savoir donner de véritables réponses. Est-ce que les corps ont été ramenés là? Ça, on ne sait pas. Il y a un détail très bizarre et très suspect qui va attirer l'attention, c'est qu'un crâne sur 3 possède un tout petit trou. Alors dans un premier temps, on va penser que ça a été causé par une balle qui aurait été tirée, sauf que la police va écarter cette hypothèse et elle affirme que ce trou n'est pas lié à un tir de pistolet. Il y a un autre élément qui est plutôt étrange, c'est la disposition des corps, comment ils ont été retrouvés. Ils sont alignés côte à côte, face contre terre, ce qui donne l'impression d'une disposition délibérée, presque comme une exécution. Ce qui rend la scène encore plus inquiétante, c'est la petite fleur déposée près du corps de Madison, un détail qui n'a pas échappé aux enquêteurs. D'après les experts en criminologie, de tels gestes symboliques suggèrent souvent un sentiment de remords de la part du meurtrier, en particulier lorsqu'il s'agit d'un enfant. Ce qui laisse penser que Madison aurait pu être une victime collatérale d'un événement qui s'est passé et qui devait cibler uniquement les parents. Ça reste une théorie. Et donc avec les analyses, on va savoir que le crâne qui présente le trou, c'est le crâne de Bobby, le père. Mais en raison de la décomposition avancée du corps après 4 années passées en pleine nature, autant dire qu'il reste vraiment que des os, eh bien c'est extrêmement difficile de dire de quoi ils sont décédés. À ce moment-là de l'enquête, les policiers ils vont regarder ces fameuses vidéosurveillances où on les voit partir de chez eux. Ils vont remarquer une maigreur inhabituelle du couple qui semble ne plus trop se nourrir. Mais surtout, on dirait des consommateurs de ce fameux produit qui est fabriqué là-bas dans les montagnes. Vous savez, les gens deviennent très maigres, voilà, avec une peau dégueulasse. Il y a encore un nouvel élément très bizarre et qui fait un peu froid dans le dos qui va être découvert. La police elle va vérifier les registres du téléphone portable qui a été retrouvé dans le camion et ils vont découvrir qu'il y a un appel sortant vers la messagerie vocale qui a été effectué le 12 novembre, alors que le téléphone aurait dû être verrouillé à l'intérieur du camion abandonné. Donc après la supposée mort de la famille, il y a quelqu'un qui a utilisé le téléphone dans le camion pour appeler la messagerie, pour écouter les messages. Cette anomalie, elle suggère qu'une personne aurait eu accès au véhicule après son abandon, soulevant des questions sur l'identité de cette personne et ses motivations. Sur le téléphone de Bobby récupéré dans le camion, les enquêteurs y trouvent une dernière photo de Madison sur la montagne datant du 9 octobre, prise à environ 200 mètres du camion abandonné. C'est grâce au GPS intégré que la police elle va déterminer l'emplacement exact de cette photo. Ce qui est étrange encore une fois, c'est que cette photo de Madison est la seule présente sur le téléphone. Amis et famille, notamment Nikki et Connie, qui est la mère de Sherilyn, sont convaincus que les parents de Madison n'ont pas pris cette photo. Parce que sur cette photo, Madison, donc la fille, elle apparaît mal à l'aise, effrayée, perturbée, avec les bras croisés devant elle. C'est un truc qui est horrible parce qu'en fait, cette seule photo qu'il y a sur le téléphone, apparemment, ça pourrait être le ravisseur qui a pris cette photo. Selon les proches, Madison aimait être photographiée et n'aurait jamais affiché une telle expression si ses parents avaient pris la photo. La grande question, c'est qui a pris cette photo? Sur des histoires totalement mystérieuses comme ça, il y a plein de théories qui vont naître, comme d'habitude. Cette première piste, elle suggère que la famille Jamison s'est tout simplement perdue dans la forêt. Elle aurait entrepris une randonnée rapide et se serait égarée, et il serait mort de froid, d'hypothermie tout simplement. Ça arrive. Sauf que cette théorie, elle a des grosses failles, notamment l'alignement des corps qui laisse suggérer plus une mort accidentelle ou même une exécution, mais aussi le fait qu'ils avaient la face contre terre, voilà, quand tu meurs de froid, tu te mets pas la gueule dans la terre. Enfin, pas forcément. Souvent, t'es en boule, t'es en position fétale, on les retrouve comme ça. La distance du camion, les corps ont été retrouvés à environ 4,8 km du camion. Je vous rappelle que Bobby était handicapé, il avait du mal à marcher, donc c'est un trajet qui est très compliqué, surtout que c'était extrêmement escarpé. Donc c'est peu probable que Bobby ait décidé d'aller aussi loin comme ça à pied. Et en plus de ça, ils n'avaient pas pris leur GPS, donc on suppose très fortement que ce ne sont pas eux qui ont décidé d'aller jusque là-bas. Il y a également la position du camion qui ne va pas avec cette théorie, parce que le camion était garé de manière à suggérer que la famille était prête à partir, mais avait été stoppée pour une raison inconnue. Par ailleurs, les Jamison n'auraient jamais laissé leur chien enfermé dans leur camion. Ils aimaient beaucoup leur chien et jamais ils n'auraient fait ça. L'égarement dans la forêt, ça paraît extrêmement peu probable. Ce qui est fou, c'est que ça rappelle l'affaire du petit Émile, et c'est un peu le même délire finalement. On retrouve comme ça un squelette dans la forêt après une disparition, on sait pas où ils étaient. Petit aparté, moi cette affaire du petit Émile, je la suis très fortement. Il y en a qui pensent que c'est le grand-père, moi je pense pas que ce soit lui. Alors c'est possible, on a deux hypothèses. Soit c'est le grand-père, mais alors il cache vraiment bien son jeu et ça paraît quand même improbable. Mais ça ressemble très fortement à une vengeance de quelqu'un du village, pour une raison ou une autre. Moi je pense que c'est ça. Il a été récupéré là où il a été trouvé, au lavoir, devant les lapins. Il a été emmené, voilà, il a été mis dans un frigo. Et après la personne l'a redéposé à Pâques, je crois, dans la forêt. Ça ressemble trait pour trait à l'affaire du petit Grégory. Il y a trop de choses bizarres pour que ce soit pas ça. Mais bref, revenons à notre histoire.
Une autre hypothèse qui avance que la mère, donc Sherilyn, elle aurait supprimé toute sa famille avant de supprimer elle-même. Notamment parce qu'elle possède un 22 long rifle, et aussi parce qu'on a trouvé un trou dans le crâne de son mari. Sauf qu'encore une fois, cette théorie, elle possède plein de failles énormes, notamment l'absence de l'arme, parce que si Sherilyn avait effectivement supprimé sa famille avant de le faire sur elle-même, c'est plutôt bizarre qu'on ne retrouve pas l'arme sur les lieux du crime. On n'a pas retrouvé de blessure par balle sur sa fille et elle-même. Ça paraît étrange de supprimer le mari avec une balle, mais pas elle ni sa fille, enfin... c'est plutôt incohérent. Il y a une théorie aussi qui implique le père de Bobby qui pourrait être coupable. Le père de Bobby, qui s'appelle Bob Dean Jamison, il avait des antécédents de conflit avec son fils et avait même été accusé par Bobby d'avoir tenté de le buter, notamment en le heurtant intentionnellement avec sa voiture. Donc le père avait essayé d'écraser son fils, hein, pour résumer. Tout va bien. Avant la disparition de la famille, il y a une ordonnance de protection qui avait été déposée contre lui. Cependant, la police, elle a écarté Bob Dean comme suspect après avoir vérifié son alibi et constaté qu'il était dans un établissement de santé au moment de la disparition. Donc voilà, c'est très peu probable qu'un mec dans un EHPAD fasse un triple assassinat. Il y a aussi une théorie qui parle de suprémacistes blancs, puisque c'était un petit peu le sujet de cette famille. Cette hypothèse, elle trouve son origine suite à la dispute entre Sherilyn et Kenneth Bello, le mec qu'ils avaient logé. Et cette théorie, elle va être alimentée par un appel anonyme reçu par Nikki Shenold, dans lequel une femme affirmait avoir vu le nom de Jamison sur une liste de personnes problématiques, tout ça visé par un groupe de suprémacistes. Ce serait une espèce de death note de suprémacistes, mais voilà, on n'a pas retrouvé de preuves. Il y a aussi une théorie comme quoi il y aurait un culte satanique. Bon là ça part un peu loin. Sauf qu'encore une fois, on n'a pas de preuves qu'avance ça. Cette théorie elle est soutenue parce qu'on a retrouvé quelques graffitis un petit peu mystiques, mais il n'y a aucune preuve vraiment solide. Mais aussi parce que les Jamison ils aimaient bien tout ce qui était sorcellerie. À ce jour, l'affaire Jamison, elle demeure l'une des plus mystérieuses de l'histoire criminelle de l'Oklahoma. Et malgré des années d'investigation, aucune conclusion définitive n'a pu être établie. La piste de la D, elle mérite une attention particulière. On a des doutes sur le fait que les mecs étaient complètement chez père avec des produits et que finalement ils ont pété un plomb. Il y a toujours plusieurs questions qui demeurent, c'est pourquoi s'aventurer si loin du véhicule, surtout avec les problèmes de mobilité de Bobby. Comment expliquer l'absence de l'arme sur les lieux? Si l'hypothèse du meurtre-suppression est retenue, qui a pris cette dernière photo extrêmement bizarre de Madison, qui est retrouvée sur le téléphone de Bobby le père, mais aussi ce dernier appel mystérieux passé depuis le téléphone supposément verrouillé dans le camion abandonné? Qui a fait ça et pourquoi? Cette affaire, elle est tellement bizarre, il y a tellement de gens qui ont essayé de résoudre le problème, il y a tellement d'éléments étranges, mais aujourd'hui, personne ne sait. Je vous invite à aller voir cette vidéo dans tous les cas, j'espère que vous aurez apprécié celle-ci. Merci d'être arrivé jusque-là, pensez à vous abonner. Mes chers amis, je vous dis à très bientôt. Vous étiez chez Père Tounlar pour vous servir. Au revoir.